Donc, je commence avec cette image un peu provocatrice. Vous allez penser, elle n'a pas du tout compris les consignes. Ce sont les rencontres euro-méditerranéennes sur l'eau. Et elle arrive avec deux images de Paris, tout simplement. Donc, voilà. Donc, en fait, je vous propose de regarder ces images parce que ce sont des images qui nous permettent de reconsidérer la question de pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui un problème avec la gestion de l'eau en ville. Finalement, comment ce problème s'est construit et ça nous laisse aussi la liberté de penser qu'on peut dépasser ce problème et construire les villes différemment. Donc, au 19e siècle, le problème était un peu différent de celui d'aujourd'hui. On avait un problème de surmortalité en milieu urbain. On faisait face à des épidémies de choléra. Et donc, à l'époque, les médecins et surtout les ingénieurs, donc les médecins qui étaient d'inspiration néo-hippocratique, on en a parlé ce matin, donc je me permets cette petite incise, je parle peut-être un peu vite, et les ingénieurs réaménage les villes et isole l'eau, enterre l'eau avec une idée qu'il faut en fait faire circuler l'eau, évacuer des villes l'eau stagnante et créer cette ville très minérale que l'on connaît aujourd'hui. Alors on voit ici à gauche les collecteurs d'égouts parisiens en 1872, à une époque où ils se développent, même si les égouts en soi sont antérieurs, mais ils se sont développés au 19e siècle avec cet idéal hygiéniste qui permet en fait d'assainir les villes et de protéger les populations. Et puis à droite, on voit, c'est flou par contre, une image de l'exhaussement en fait des quais de Seine. Donc on met l'eau à distance, on ne veut plus d'eau dans la ville. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait avec cette mise à distance de l'eau, l'enterrement, la mise en circulation de l'eau? On crée un milieu urbain qui est spécifique. Et donc, il a plusieurs spécificités. Je vous en présente deux. Donc, à gauche, vous avez des petits schémas qui vous montrent qu'en fait, en minéralisant l'espace urbain, on supprime certains phénomènes, on change l'hydrologie urbaine. On va favoriser le ruissellement de l'eau de pluie sur les sols et on va diminuer l'infiltration, l'évapotranspiration, puisqu'il y a beaucoup moins de végétation, et puis l'évaporation de manière générale. Et donc, l'autre spécificité, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain aujourd'hui, que vous connaissez certainement. Et donc, l'îlot de chaleur urbain, c'est tout simplement le fait que la nuit, les matériaux de la ville restituent la chaleur emmagasinée le jour. Et donc, on n'a pas de baisse de température forte la nuit. Et tout ça, ça m'amène en fait à vous présenter les enjeux auxquels on fait face dans la gestion de l'eau aujourd'hui, a fortiori sous des climats où on a des pluies intenses, les pluies cévenoles en automne, qui vont générer des gros moments de ruissellement, des gros épisodes de ruissellement, et donc des inondations, et des périodes de sécheresse très intenses aussi, avec du coup l'îlot de chaleur qui va amplifier la gravité de ces sécheresses. Donc, on le voit, on voit qu'en plus, ce milieu urbain, avec ses caractéristiques qui, au départ, est conçu pour la ville-centre, en fait, alors, pourquoi j'ai choisi... Pardon, je reviens en arrière. Pourquoi j'ai choisi Paris? C'est aussi pour vous dire qu'on a créé un milieu très standardisé qu'on a exporté dans toutes les grandes villes de France et que finalement, avec l'étalement urbain dans l'après-guerre, on a généralisé ce milieu spécifique urbain sur de très grandes surfaces. Et donc tout ça, ça amplifie les deux phénomènes dont je vous ai parlé, donc ruissellement, ruissellement générant des inondations et problème de canicule, îlots de chaleur, etc. Un autre problème qu'on connaît sans vraiment le connaître, et en fait c'est aussi pour ça que l'Agence de l'eau est très impliquée dans la gestion de la pluie aujourd'hui en ville, c'est que en fait, en amenant l'eau de pluie dans des réseaux qui amènent cette eau directement dans les cours d'eau, on crée un lien direct entre le ruissellement et les milieux aquatiques. Et donc, en fait, on lave la ville avec la pluie. Donc, avec la ville, les matières organiques, les hydrocarbures, comme on peut le voir sur la photographie de droite. Alors, on ne le voit pas très bien, mais ce sont des hydrocarbures qui vont vers une bouche qui va amener directement les hydrocarbures dans les cours d'eau. Et vous savez, comme c'est difficile de dégrader des hydrocarbures. Au milieu, on a la baie de Marseille le 4 octobre 2021, quand tous les déchets ont été amenés par ruissellement jusqu'à la baie. Et puis, tout à gauche, on a les rejets en Saône. Alors, voilà, l'eau de pluie, soit elle va directement dans les cours d'eau chargée de toutes les pollutions qu'elle a ramassées sur les surfaces urbaines, soit elle va faire déborder les égouts dans les cours d'eau. Et donc, pareil, ça provoque un très fort apport de pollution aux cours d'eau. Et donc, on essaye de transformer ce système parce qu'on voit qu'il ne marche pas à plein d'égards. Alors,
Cette réflexion, si elle est aujourd'hui très présente dans les débats publics et qu'on entend parler, ce matin, l'élu d'Avignon nous a parlé de la désimperméabilisation, de tout ce qui est fait dans la commune pour changer la nature des sols et améliorer la gestion de l'eau. En fait, c'est une réflexion qui est quand même ancienne. Dans les années 70, par exemple, à Marne-la-Vallée, on propose, alors plutôt à l'époque pour des raisons techniques et économiques, mais quand même, de gérer l'eau de pluie par des bassins paysagers en amenant l'eau de pluie en fait dans les rues préexistantes, enfin les rues, petits cours d'eau et pas les rues RUE, préexistants de ce territoire. Et donc, on en fait des trames paysagères, on en fait des lieux qui permettent en fait de se déplacer, et des lieux de loisirs. On la met en valeur. Elle retrouve sa place dans le milieu urbain pour la première fois, parce qu'elle était quand même bannie depuis le 19e siècle. Et donc ça, c'est la petite carte que vous voyez à gauche. En fait, on voit une série de petits plans d'eau liés. Et donc, ces plans d'eau, en fait, ils servent à gérer l'eau de pluie. Et à droite, ce qu'on voit, c'est un extrait d'un guide de Foncier Conseil qui s'appelle Eau pluviale et urbanisme vert, je crois, et qui date de 90 et qui proposait en fait déjà à l'époque de revisiter, de se réapproprier tout un tas de techniques vernaculaires qui venaient plutôt du milieu rural pour gérer l'eau de pluie. Donc on voit les rideaux effoncés, pardon. Les rideaux boisés, pardon, et les systèmes effoncés, un travail sur le modelé de terrain, sur le relief, et donc réintroduire ça dans des milieux urbains qui ont justement aplani, oublié et standardisé leur relief. Et puis, depuis les années 90, on parle beaucoup de ce qu'on a appelé longtemps les techniques alternatives, sous-entendu alternatives au réseau enterré, qui deviennent aujourd'hui les solutions ou les solutions fondées sur la nature. Enfin, en tout cas, ces techniques, on peut dire qu'elles en font partie puisqu'elles mobilisent en fait du sol, des milieux, de la végétation, et donc elles combattent en fait ce milieu très artificialisé, très minéral qu'on a créé auparavant. Et donc, potentiellement, elles aident à une adaptation au changement climatique et un soutien de la biodiversité. Mais on a quand même créé un répertoire de techniques. Et donc, avec ceci, comme on connaît un peu la manière dont, quand on connaît un peu la manière dont on produit les villes et la tension vers la duplication en fait, de modèles urbains faciles à répliquer, on a ce risque de restandardiser avec des techniques très identifiées. Donc, par exemple, on va mettre un peu de nous sur un projet, on va mettre un bassin, on va mettre etc. Mais on va se passer en fait de l'analyse du site, du territoire, de l'hydrologie. Et ça, ce travail d'analyse et de compréhension d'un lieu, c'est le travail que fait l'agence Métro et Gaëlle, et elle vous en parlera. Je continue juste mon petit détour sur les enjeux et le contexte de la gestion de l'eau de pluie aujourd'hui. Et donc, il y a une autre démarche qui est en train de monter, c'est une démarche justement dans certaines grandes villes européennes qui consiste à se réapproprier son hydrologie et même les écoulements d'eau temporaires qui peuvent surgir dans les villes quand il y a de gros ruissellements. Et donc là, on voit un plan qui a été conçu par la ville de Copenhague. Donc à gauche, en fait, ce que vous voyez, ce sont les rues qui s'inondent majoritairement quand il pleut. Et donc ces rues, en fait, elles sont transformées, comme vous pouvez le voir à droite avec les deux coupes. Donc en fait, on crée dans les rues des petits canaux qui permettent de faire s'écouler ces pluies intenses sans qu'elles portent atteinte aux biens et aux personnes sans dommage. Donc voilà, ça c'est des initiatives qui aujourd'hui émergent. Et enfin, dans les acteurs qui ont beaucoup participé à toute cette réflexion sur comment on gère l'eau de pluie et l'eau de manière générale en milieu urbain ou même plus largement, il y a donc le GRÉ, donc l'association pour laquelle je travaille, qui en fait est depuis 1985 une association qui a développé 3 pans d'activité qui sont, je pense, assez importants pour comprendre comment les villes se constituent aujourd'hui et pour agir vraiment sur leur potentielle évolution. Donc, le premier pan, c'est la recherche. Le GRÉ soutient des observateurs, et notamment né de l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine. Je vais vous passer le détail, mais en gros, soutient des actions de recherche très fortes, qui instrumentent de larges territoires, donc très basées sur de l'empirique, et qui permettent d'apporter des connaissances, des observations à toutes les politiques publiques et à l'évolution des infrastructures urbaines. D'un autre côté, on travaille beaucoup avec les praticiens. On a des groupes de travail où les praticiens viennent faire leur retour d'expérience, amener leur savoir et produire ensemble un savoir, disons, partagé, des manières de faire, des savoir-faire, des outils
pour s'entraider tout simplement. On participe à des réseaux nationaux aussi, donc il y a le réseau des animateurs eau pluviale, je le dis au cas où quelqu'un travaillerait dans le domaine ici et qu'il serait intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce réseau, il est super dynamique et très intéressant. Et puis on contribue au tout nouveau plan national de gestion durable des eaux pluviales 2022-2024. Et enfin, on travaille aussi au niveau quasi politique, c'est-à-dire qu'on va faire de la sensibilisation, on va faire de la formation, travailler avec les élus et porter de grosses conférences qui permettent de diffuser les savoir-faire et les savoirs produits côté recherche, côté groupe de travail, avec tout un tas de publications. Je vous invite à aller voir notre site. Mais je vais maintenant laisser la parole à Gaëlle. Donc, un mot déjà sur la présentation de la structure. L'agence ATM a été créée il y a une dizaine d'années par Thierry Métro, qui a une double casquette à la fois d'urbaniste et d'hydrologue et qui a souhaité créer une structure où il regroupe différents métiers, ceux du territoire, du paysage et de l'épaisseur géographique, paysagère et architecturale, et puis ceux plus techniques du monde de l'eau, sans dissocier. En politique publique, on parle de petits cycles pour tout ce qui est eau pluviale. Nous, on parle plutôt de pluie à l'agence et de grands cycles pour tout ce qui est cours d'eau, milieu aquatique. Donc, de réunir tout le cycle de l'eau à l'intérieur de l'agence et en intégrant des ingénieurs en hydromorphologie pour réfléchir de façon globale sur les projets. Donc, on mène en type de mission des missions très classiques de maîtrise d'œuvre, d'espace public. Et puis, il y a un deuxième niveau de mission qui est celui d'investir des documents cadres de politique publique, tels que l'écriture de feuilles de route métropolitaines qu'on va vous présenter ici, ou des révisions de zonage pluvial ou de SAGE. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter, bon, tu peux laisser celle d'avant, la mission Atelier des territoires qui a été menée maintenant il y a 3 ans, 2018, sur la métropole ex-Marseille-Provence. Pour vous resituer un peu cette mission qui est un peu particulière parce qu'elle est lancée de façon annuelle par le ministère de la Transition écologique sur un thème national. Donc en 2018, c'était l'eau comme ressource pour l'aménagement et avec une méthodologie d'études sur une durée d'environ 1 an où séquencée en 3 temps. Un premier temps où on arpente 3 sites qui ont été désignés comme représentatifs des problématiques métropolitaines par les maîtrises d'ouvrage qui étaient à triple casquette ici, l'Adréal, PACA, la DDTM 13 et l'Agence de l'eau. Donc 3 sites, Coudoux, Aix-en-Provence et Aubagne. Donc on arpente avec des acteurs en place. La deuxième séquence, c'est de faire une esquisse préopérationnelle et ensuite de monter en politique pour écrire une feuille de route sur cet atelier. Donc, parmi les 3 sites, celui de Coudoux, qui est un village à flanc de coteau entre le canal de Marseille et la rivière de l'Arc, et sur lequel la ville a un programme d'écoquartier envisagé sur des terres agricoles. On voit dans le cercle rouge l'emprise réservée pour le projet d'écoquartier qui est vraiment en périphérie de l'urbanisation existante avec un maire assez volontariste sur la densité urbaine, sur la lutte contre l'étalement urbain par rapport aux 2 communes limitrophes et une volonté de maintenir une activité agricole essentiellement tournée vers les oliveraies et les vignes et qui a une dynamique assez présente. Donc, malgré tout, la volonté d'urbaniser, il y a une demande foncière et une pression à laquelle il faut répondre, mais avec cette attention sur la densité. Une première expérience d'écoquartier qui a été labellisée en 2016 avec un programme d'une centaine de logements avec 4 cibles privilégiées, celui d'introduire le logement collectif pour justement maintenir la compacité du village et puis 31% de logements aidés. Au niveau de l'énergie, la mise en place d'un réseau de chaleur bois
Ensuite, construction de commerce, un centre médical et des espaces publics, une nouvelle place, une aire de jeu, un chemin des écoles. Mais la cible de l'eau n'est pas choisie, n'est pas identifiée comme une priorité. Et il en résulte une architecture assez standardisée et puis un système de collecte réseau enterré assez classique, avec sans préoccupation climatique ni vernaculaire particulière. Quand on arrive avec cette mission Atelier des territoires, donc il y a une deuxième phase de cet écoquartier qui est envisagée, avec une caractéristique de l'emprise, un site en pente, et puis ce site est choisi parce que dans la cartographie d'identification des risques, il y a un axe d'écoulement dû à une surverse du canal de Marseille situé en point haut. Si on regarde plus précisément les caractéristiques liées à l'eau, le canal de Marseille, donc en point haut, avec une pente d'environ 6,3%, donc un ruissellement très, très actif. Et puis un patrimoine de fossés d'irrigation alimentés par ce canal. Sur le troisième schéma, donc cet axe d'écoulement risque, zone non aedificandi, on ne peut pas bâtir, et puis comment est-ce qu'on fait un écoquartier dans ces considérations-là. Et l'arpentage avec l'ensemble des élus locaux et puis le groupe de travail complètement transversal, acteurs métropolitains et associations, enfin très ouverts, on remarque que finalement, il y a des bancs caoutchouc présents sur le site. C'est un site qui est cultivé avec les oliviers encore en place, et on attire l'attention sur ces bancs caoutchouc. On se rend compte que finalement, la première phase de l'écoquartier a été également construit sur des terrains similaires, mais où ce patrimoine technique, fonctionnel de l'eau traditionnel a été complètement gommé. Plus qu'un mur, on attire l'attention sur le fait que c'est un dispositif global et qu'au-delà du folklore, c'est un vrai patrimoine technique, un savoir-faire de maîtrise du ruissellement dans la pente. C'est d'abord un mur qui est perméable, un mur filtrant qui est associé avec un nivellement en terrasse qui permet de fertiliser, de maintenir une certaine inertie hydrique dans les sols. Et puis ce mur, c'est aussi une opportunité d'un certain vocabulaire sur la limite public-privé. Les bancs caoutchouc, c'est finalement une ingénierie écologique de l'eau qui peut être un support au projet urbain, un support d'urbanité, tout un dispositif en couple qui est représenté de façon un peu schématique entre l'architecture, ce patrimoine vernaculaire, la maîtrise de l'eau dans la pente et par ça, la maîtrise des inondations, une approche bioclimatique et support d'usage. Donc, toute la démarche de l'agence, c'est de faire des projets sans tuyaux, avec des dispositifs entièrement visibles, à ciel ouvert, sur des techniques où on considère que l'innovation technique, c'est de revenir à des dispositifs très simples, un fonctionnement gravitaire et de réactualiser finalement tous ces savoir-faire, de porter attention à tous ces savoir-faire et agricoles et urbains. Donc, les bancs caoutchouc qui sont un support du principe de nivellement pour l'écoquartier, qui sont un support aussi pour diffuser l'eau, pour passer de l'axe d'écoulement qui était problématique en tant que tel, mais qui peut être approprié par toute une trame de chemin de l'eau qui devient fondatrice pour le projet et urbain et architectural, pour le découpage du foncier, pour le projet de plantation, pour la biodiversité, pour l'approche climatique aussi, et puis qui peut devenir un support d'usage pour la programmation des espaces publics. Donc, tout l'enjeu de cette mission Atelier des territoires, c'était de faire prendre conscience aux élus que
au-delà de ce folklore, il y avait une vraie valeur technique de ce patrimoine méditerranéen. Donc sur le site, on mettait en évidence ces murs en pierre sèche qui peuvent être associés donc à cette façon de maîtriser un cours d'eau aussi. Tous ces sols minéraux de type calade qui peuvent être support d'infiltration de sols vivants, d'inertie, et puis ces toitures en génoise. Ce qui est intéressant, c'est des toitures sans chéneaux aussi, où le rideau de pluie peut être réinterprété de façon très contemporaine dans des dimensions qui permettent aussi des usages à l'abri. La question, une fois qu'on a identifié ce patrimoine, c'est comment est-ce qu'on l'interprète aujourd'hui dans l'économie contemporaine et la forme des marchés publics, comment est-ce qu'on peut l'adapter à des CCTP, à des BPU. Et il y a un relais qui est assez identifié sur ces questions-là, qui est la Fédération française des professionnels de la pierre sèche, qui est un centre de ressources et de retour d'expérience, qui est un lieu de formation à destination des artisans, mais aussi des prescripteurs, et qui est un soutien à la rédaction de ces pièces marché public. Par rapport à ça, il y a une expérience qui est assez intéressante qui a été menée par la ville de Paris récemment dans un square du 14e. Elle est intéressante à double titre parce que la ville de Paris a une politique où elle stocke les matériaux et finalement, c'est une carrière de pierre et de réemploi ouverte aux prescripteurs. Donc là, il y a eu une expérience de mur en pierre sèche réalisée dans ce jardin public à partir de matériaux du stock de réemploi et où tout le questionnement s'est fait sur la consultation. Quelle forme est-ce qu'on devait comment est-ce qu'on devait rédiger cette consultation? Est-ce qu'il fallait cibler des muraliers très spécifiques au risque d'être infructueux parce que sur Paris, peu de savoir-faire, ou alors ouvrir complètement, et puis c'est le choix qui a été fait, de retenir une entreprise plutôt apte à recevoir une formation qui a été relayée par cette fameuse Fédération française des professionnels de la pierre sèche, assez courte en début de chantier pour mener à bien cette expérience. Le site d'Aix-en-Provence, juste pour élargir un peu la question du patrimoine et de ces dispositifs traditionnels, on n'est pas allé dans l'exhaustivité qui est très riche sur le bassin méditerranéen, mais les 3 sites tests ont eu chacun un peu une caractéristique. Donc sur Coudoux, tout ce patrimoine en pierre sèche qui est un positionnement sur le ralentissement et la diffusion de l'eau. Sur Aix-en-Provence, plutôt les rues Canal et les rues Rivière, et d'assumer aussi l'écoulement de l'eau dans la cartographie du risque et des talwegs, et comment est-ce qu'on soit on les classe en zone non aedificandi, soit on les intègre en assumant le passage de l'eau lors des pluies fortes par une nouvelle typologie de rues, les rues Rivière, où un certain nombre de prescriptions en coupe peuvent être permettre d'anticiper les risques et la gestion du risque. Et sur Aubagne, une zone d'activité de 300 hectares où là, la question du patrimoine a été très contemporain. Une zone d'activité où tout le fonctionnement hydraulique se fait déjà à ciel ouvert par un système de canaux trapézoïdaux, vocabulaire béton contemporain, mais qu'un fonctionnement en interaction avec le cours d'eau très intéressant et très rustique et finalement très pérenne, et où tout l'enjeu, ça a été de dire que la requalification de la zone d'activité pouvait se servir de cette trame de canaux pour le projet des mobilités. Donc, une approche mobilité qui vient se juxtaposer à l'approche de l'eau, et où l'épaisseur des 3 mètres de servitude qui n'était plus respectée et envahie par les lots privés est restituée au bénéfice de la mobilité douce. Donc, monter en politique, la 3e séquence, c'est d'inscrire tout ça dans la feuille de route métropolitaine. 13 mesures phares ont été rédigées avec l'identification dans la mesure 8 des éléments de patrimoine méditerranéen naturel
et culturelle qui est à intégrer comme dispositif de la gestion de l'eau, assumer le passage des pluies torrentielles, des rues-rivières, la mesure 11, et puis de ne pas parler que d'infiltration, des imperméabilisations, mais aussi créer et valoriser toutes ces trames de chemins d'eau de pluie comme un nouveau chevelu hydrographique en lien avec les cours d'eau et l'épaisseur territoriale de la géographie. Donc, cette mission 2018, 3 ans après, ben, les 13 mesures phares ont été adoptées, signées par la métropole et c'est devenu un référentiel pour la politique métropolitaine. Les 13 mesures phares étaient associées à 5 outils qui permettait de mettre en œuvre la stratégie, un outil OAP thématique, une nouvelle forme d'instruction, ne pas être que dans un débit de fuite très technique, approche de l'eau pluviale très technique, mais d'avoir un support d'instruction des projets pour parler d'aménagement, de projets urbains avec des documents qui le permettent. L'outil 2, la question des trames bleues et ce chevelu hydrographique. L'outil 3, un guide chartre des espaces publics. La question de la pérennité, un modèle de carnet d'entretien. Et l'outil 5, un lieu pour un guichet d'instruction, un lieu de formation, un lieu aussi ouvert au public. Ce qu'il en ressort 3 ans après, c'est que cette méthodologie, partir du terrain, avec les acteurs en place, on se rend compte que ben, la démarche continue d'être portée. Sur Aubagne, on a des missions qui font suite à ça. Au niveau départemental, donc très fortement porté par les acteurs locaux d'Aubagne qui ont participé à cette mission. Ça a débouché au niveau départemental par une mission sur les collèges où là, on est à la fois sur de la faisabilité et une formation aussi des élèves puisqu'il y a souvent des jardins pédagogiques, enfin, toute une approche des espaces extérieurs des collèges avec des vocabulaires de restanque, avec des classes SECPA, préparation professionnelle, soit horticole, soit bâtiment, etc., qui vont être formés à ces cultures traditionnelles. Et puis, une phase 2 de cette mission avec une sensibilisation des services à la thématique des chemins de l'eau et de ce patrimoine. Et on continue d'intégrer toute cette problématique patrimoine méditerranéen dans les documents cadres avec, en ce moment, la révision du Sage de l'Arc qui permet d'ouvrir aussi plus exhaustivement à tout ce patrimoine. Je pense aux mines, je pense à d'autres choses. Merci beaucoup. Bravo pour le temps. Donc, nous avons du temps, du coup, pour des échanges, des questions, des prolongements. Je démarre alors. C'est intéressant de voir, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, de voir que on a tous un peu changé de position sur nos façons de construire l'avenir, de construire le présent et l'avenir en construisant notamment les nouveaux quartiers. À travers l'exemple que l'on a vu, c'est que cette notion du déjà là, cette notion de l'enseignement contenu dans le territoire, qui s'est matérialisé parfois en restant comme banca, et qui savent pourquoi ils sont là. Les murs en pierre sèche, c'est de la gestion hydraulique. C'est d'abord de la gestion hydraulique des versants. C'est comment aujourd'hui, dans nos projets urbains, on part de ça, et on part de cet enseignement-là. On appellerait ça aujourd'hui du REX, c'est-à-dire qu'on fait du retour d'expérience sur 5000 ans, sur 10 000 ans, et on va chercher le REX, qu'on n'appelait pas comme ça, mais qui était bien là. Et beaucoup de projets contemporains, en effet, sont sur ces nouveaux fondements-là. Et ce n'est pas peut-être par hasard, ce sera l'intervention de Nicolas après, mais peut-être pas par hasard que depuis 20-25 ans, on soit allé chercher des paysagistes
on était tranquillement dans nos jardins, nous, on n'embêtait personne, on avait nos petits bras. Et effectivement, on est allé, parce qu'il y avait marqué paysagiste, on est allé chercher pour peut-être cette demande, cette aspiration sociale de mieux prendre en compte ce paysage sur lequel on va travailler. Voilà, alors ce n'est pas vraiment une question, mais vous allez prolonger, mais c'était le temps que je vous laissais du temps pour avoir des questions, des remarques. Voilà, ouf, merci. D'abord, monsieur, puis après Daniel. Oui, bonjour. Où est-ce qu'on en est actuellement sur les recherches pour diminuer le bétonnage des sols pour pouvoir effectivement augmenter la perméabilité et permettre à l'eau de pluie de rentrer, non pas de raviner? Et puis la deuxième question, effectivement, avec la plantation des arbres pour aider effectivement en plus la pénétration de l'eau. Alors, c'est drôle cette question parce qu'on a été invité par le CAUE de Paris qui a lancé une politique de cours oasis et qui nous a invités à faire une intervention à l'issue de la première année où 3 expériences avaient été réalisées à partir de sols techniques, justement, une approche de désimperméabilisation à partir d'innovation de sols de béton peureux, d'enrobés drainants, etc., mais où finalement les usages des cours restaient les mêmes, les gamins restaient sous le cagnard de la même façon, mais sauf que l'eau s'infiltrait. Et c'est vrai que par rapport à cette mission collège et aux interventions en milieu scolaire, on a plutôt tendance à finalement à garder soit à désimperméabiliser carrément et à introduire des sols naturels, à avoir un positionnement sur la nature dans le milieu scolaire complètement à partir d'engazonnement, à partir de stabiliser, à partir de bois, enfin de revenir à des choses très rustiques, soit quand on a besoin de surfaces perméables, ce qui est nécessaire aussi pour certains usages tels que le sport ou je pense au terrain sportif des collèges, où on a une position, on dit que finalement, un enrobé perméable permet de récupérer aussi le ruissellement au bénéfice des plantations. Donc, de se servir, de concevoir un nivellement où le ruissellement de cet enrobé pente vers des emprises plantées qui limitent du coup l'usage des arrosages automatiques qui ont un retour d'expérience désastreux. Et où l'eau de pluie est utilisée comme ressource pour le sol et le végétal. Donc, avec une palette de matériaux très, très simple, juste du nivellement du gravitaire des chemins d'eau. Je vais faire une réponse peut-être complémentaire à celle de Gaëlle, pas sur le côté matériaux. Je pense que il est quand même admis maintenant au niveau de la recherche que, il y a tout c'est quand même très rare qu'on ne puisse pas infiltrer l'eau. Après, il y a toute la gestion des risques qui doit être bien observée, etc. Mais je pense que l'exemple des cours d'école, il y en a à Paris, il y en a maintenant dans beaucoup de communes parce que ça devient populaire et pour plein de raisons qu'on comprend très bien. Illustre aussi le fait qu'il faut accélérer la tendance parce que, par exemple, les cours d'école parisienne, c'est 70 hectares sur 10 000. Et on parle juste de la ville de Paris et on ne parle pas des sols qui sont imperméabilisés en plus de ceux qui sont déjà imperméabilisés au moment où je parle. Donc, en fait, on doit gérer à la fois le nouveau et l'existant. Et il faut transformer activement tout ce qu'on peut. Et le bâti dans les villes n'est pas forcément majoritairement public. Donc, il faut aussi embarquer tous les acteurs du privé pour infiltrer les eaux dans les sols, pour désimperméabiliser les sols. Donc, on a un travail considérable quand même à mener collectivement, je pense, sur ce sujet. Voilà, c'est un peu à côté. Et sur les arbres et l'infiltration, il y a un projet en ce moment, dans le cadre du projet LIFE Artisan, qui est un projet européen sur les solutions d'adaptation, sur les solutions fondées sur la nature dédiées à l'adaptation au changement climatique. Il y a une expérimentation qui est menée par la ville de Lyon qui expérimente les arbres de pluie. Donc, comment on fait pour tout simplement, en transformant les fosses d'arbres urbaines, gérer déjà toute l'eau de pluie qui vient des rues, des trottoirs. Donc, il y a des choses qui se font et on connaît encore de plus en plus d'éléments sur le sujet. Après, dans le détail, bon. C'est vrai que sur la palette végétale, nous, on se sert beaucoup pour parler un petit peu de gestion de l'eau de façon technique, entre guillemets,
du végétal comme pour l'évapotranspiration, qui est un vrai outil de gestion de l'eau en tant que soi. Un arbre, ça évapore, transpire, et puis ça a une consommation d'eau qui n'est pas du tout anodine par rapport à la ville. Donc, et puis par rapport à la nappe aussi, ça peut être un vrai outil, un vrai levier de palette végétale de la pluie courante, enfin toutes ces notions-là. Et puis, il n'y a pas seulement que la désimperméabilisation, c'est une façon d'intervenir, mais ce qui est le plus impactant, c'est aussi de déconnecter ou de ne pas connecter, de faire une ville sans réseau. Et c'est là où finalement on reviendra à des points bas délestés, où on gérera au fur et à mesure l'inondation et où on recréera tout ce chevelu hydrographique des chemins de l'eau de pluie et de la diffusion de ces îlots de fraîcheur capables de répondre un peu aux enjeux climatiques aussi. Le temps est écoulé, alors peut-être une question rapide, Daniel, et une réponse rapide, et puis on passera à... Voilà. Non, en fait, ce n'est pas tellement une question, c'est surtout de trouver que tout votre travail sur la gestion des versants par le drainage et par les terrasses, etc., c'est très, très important parce que vous devriez travailler avec beaucoup de municipalités du Vaucluse qui n'ont plus de chemin de l'eau et qui se trouvent avec des inondations constantes dans le bas des pentes, et d'autres en plus parce que les chemins de l'eau des anciennes terrasses, des versants ne sont plus assumés, mais d'autre part, toute l'irrigation gravitaire agricole n'est plus entretenue non plus. Donc, on a les chemins de la montagne, les chemins de la plaine, et l'eau va partout. Ils ne savent plus absolument conduire l'eau. Merci beaucoup. Enfin, je ne sais pas si je pense qu'il n'y a pas. Oui, il n'y a pas merci forcément pour de votre réponse. remarque et pour votre témoignage. Merci. Un grand merci et à puis, vous deux. Merci de nous avoir invités. Et notez bien les coordonnées du GRES. C'est vraiment un centre de ressources absolument magnifique sur les questions dont on va parler ces 2 jours-ci. Merci beaucoup. Donc, Nico...